Bienvenue à ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. 1 milliard d'individus, soit 15% de la population mondiale, sont porteurs d'un handicap, selon un rapport de la Banque mondiale baptisé Inclusion Handicap. Alors, quelle prise en charge et comment mieux accompagner ces personnes en situation de handicap sur le continent? Nous verrons le cas de la Côte d'Ivoire avec vous, Madame Die-Yvette Agnendui, épouse Kanga. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors vous êtes éducatrice spécialisée, Oui. psychologue, fondatrice de l'ONG Moyekun. Vous êtes également la fondatrice des écoles inclusives baptisées les petits rois de Moyekun. Oui. Alors Moyekun, c'est quoi? Ça signifie quoi? Moyekun veut dire égalité des chances en baoulé, parce que pour valoriser les personnes en situation de handicap, on a préféré prendre ce nom-là qui ramène toujours à l'égalité des chances dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la scolarisation, au niveau de tout ce qui est droit alloué aux personnes qui vivent en fait. Voilà. D'accord, c'est un immense plaisir de vous avoir, Madame. Merci, plaisir partagé. Et nous fait l'amitié de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé, Monsieur Camille Tano-Kwasi. Bonjour. Bonjour, cher frère. Alors, vous êtes le PCA de l'ONG Enfasi, qui signifie Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et vous êtes par ailleurs président de l'UNOPASI, qui est l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. C'est tout le grand groupe des handicapés. Notre prétention est d'arriver à cela, bien sûr, parce qu'en fait, quand on parle de handicap, Madame nous dira tout à l'heure, parce qu'elle est spécialiste, elle nous dira les différents types qu'on a, et la prise en charge étant différentielle, les difficultés étant tout autre d'un type à un autre, il est important de pouvoir avoir, n'est-ce pas, ces parents-là, de toutes ces entités, de tous ces enfants, pour pouvoir parler d'une même voix, même si le handicap est le facteur commun, qu'il y a des différences. Mieux sont ceux qui vivent ces réalités pour pouvoir exprimer cela. D'accord. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler de prise en charge et de méthodes d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors déjà, quand on parle de personnes en situation de handicap, c'est qui? Merci beaucoup. Nous allons partir du discours du citoyen lambda. Nous ne sommes pas experts, nous n'avons pas fait d'école pour cela. Par rapport à notre vécu, nous pouvons dire ceci. Normalement, quand on a notre projet d'enfantement ou de faire un enfant, c'est qu'on a envie d'avoir un enfant qui nous entend. Quand on l'appelle, il vient et puis il nous rend service. On a envie d'avoir un enfant qui est capable de pouvoir courir et aller nous chercher de l'eau. On a envie d'avoir un enfant qui, grandissant et devenant adolescent, peut réfléchir avec nous pour pouvoir parler projet, société. Donc nous ici aujourd'hui, nous pensons que quand on parle de personnes en situation de handicap ou handicapées, c'est quelqu'un qui ne peut pas parler comme les autres. Donc il y a un problème au niveau de l'oreille. Ça n'entend pas du tout parce qu'il y a un souci, et qui ne peut pas parler parce qu'au niveau de la voix ou même au niveau de la langue, il y a un souci. Donc quelqu'un va dire, les spécialistes vont dire sourd, d'autres vont dire muet parce qu'il ne parle pas. Et nous, quand on parle de handicap, c'est parce que mon enfant ne voit pas. Donc quelqu'un va dire handicapé de la vue, sensoriel de la vue. Mais aussi, on verra que notre enfant ne peut pas marcher ou utiliser les objets comme les autres par rapport aux bras et aux pieds. On va parler d'handicapé moteur. Et notre enfant n'a pas la même couleur de peau comme les autres. On te parlera de albinos dans notre vocabulaire, je vais dire langagier de la rue. Donc en fait, pour nous, un enfant handicapé, c'est un enfant qui a tout sauf ce que son handicap ne lui permet pas, ou le manque d'un organe ou d'une partie de son corps ne lui permet pas de pouvoir faire comme les autres. Alors Madame Kanga, partons donc de cette définition que vient de donner Monsieur Camille. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs catégories ou types de handicap? Oui, bien sûr. Parce que comme il a si bien expliqué, de façon variée, tout le monde comprend ce qu'il a dit. Et on a plusieurs types de handicap. Nous avons le handicap psychique. C'est dans ce groupe qu'on a les trisomies 21, les autistes et tout. On a aussi le handicap sensoriel. Le handicap sensoriel qui parle du sens, c'est-à-dire ceux qui sont aveugles ou malvoyants. On a aussi les sourds muets. Donc ça, c'est pour le handicap sensoriel. On a aussi le handicap moteur, comme ceux qui utilisent les fauteuils roulants, tout ça. Donc il y a plusieurs types de handicap.
Voilà. Donc à partir du moment où ils ont un de ces organes-là qui est diminué, qui les empêche de pouvoir occuper momentanément ou définitivement un emploi ou une fonction. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la Banque mondiale qui estime à 15% la population mondiale porteur d'un handicap. Alors, porteur de handicap, personne en situation de handicap, il y a une différence? On a envie de dire, si on va au mot, on va dire qu'il y a une différence. Mais la finalité, c'est la même chose en fait. Il porte un handicap, donc il est en situation de handicap. Mais à la réalité, quand on dit porteur, c'est comme si le handicap vient se greffer sur son être. Mais en la réalité, je veux dire, c'est un tout. Je prends un exemple simple, hein. Je vais vraiment rester dans notre milieu et notre langage à nous. Mon enfant ne peut pas parler, il n'entend pas, il a l'oreille qui est là. Toute la structure, l'ossature de l'oreille est là. Malheureusement, mais ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui se trouve là-dedans. Si on veut parler de porteur, on a envie de parler de présenter ça dans le domaine de la prise en charge médicale, parce que c'est comme s'il est malade. Depuis longtemps, un certain groupe a commencé à présenter le handicap comme étant une maladie. Donc la prise en charge, on en parlera déjà devant, bien sûr, mais ça va parler c'est comme si c'est une réalité médicale qu'il faut traiter. Alors que finalement, quand on parle de handicap, au-delà de ce qu'on a, il y a que ces personnes-là acceptent ce qu'ils sont et par rapport à ce qu'ils sont, ils vivent avec. Donc, la situation de dysfonctionnement ou de non-fonctionnement d'un organe n'empêche pas cette personne d'être un homme, n'empêche pas cette personne d'être, je veux dire, quelqu'un qui vit normalement comme les autres. Ça devient un état d'esprit. Ça devient une situation dans laquelle on se trouve. Donc, la situation handicapante est... Imaginons tout à l'heure que nous trois, nous étions malentendants, que nous utilisions la langue des signes, il n'y avait pas de handicap. Il y a un handicap quand, par exemple, quelqu'un se retrouve avec 2 ou 3 personnes qui ont pratiquement tout ce qu'ils ont comme dispositif, et puis l'autre qui arrive ne peut pas être au même niveau que situation de handicap. D'accord. Alors, je vous prends au mot. Oui. Vous avez parlé de prise en charge tout à l'heure. Quelle problématique donc, pose la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes-là? Pour nous, sous nos tropiques, quand on a fait des recherches, on a essayé de regarder avec les différents voyages dont l'État nous a permis de pouvoir faire. Parce que de toute façon, beaucoup souvent on dit non, l'État ne nous accompagne pas. C'est pas vrai. Quand vous avez la possibilité de sortir du pays, quand vous avez la possibilité de voyager, mais c'est justement parce que l'État voit, l'État permet. C'est parce qu'il y a la stabilité que vous y allez. Parce qu'hier, on était à un webinaire et nos amis de l'autre côté, par rapport au voyage, c'est difficile. Donc déjà, nous disons, par la stabilité qui se trouve dans notre pays, on a la possibilité de sortir. Je veux dire, le gros souci qu'on a ici, c'est que malheureusement, la plupart des décideurs ne savent pas ce que c'est que le handicap. Souvent, on s'embrouille dans des termes, on s'embrouille dans des approches et on trouve ça très cher. On trouve que c'est compliqué. Donc, malheureusement, n'ayant pas forcément connaissance de ce que c'est, trouvons ça tellement autre à côté. C'est comme si on présente le handicap ou les personnes en situation de handicap comme des extraterrestres. Et pourtant, ce sont des hommes comme nous qui sont nés d'un père et d'une mère, qui vivent, qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de s'épanouir et de pouvoir faire. C'est ça là, le gros souci en fait. On ne parle pas ici sous nos tropiques de handicap ou de prise en charge en termes de droit. On parle de cette prise en charge en termes d'aide. Ah, il faut les aider. Ah non, il faut pouvoir faire ceci. Il faut pouvoir approcher. Non, c'est un homme. Bon, elle nous dira avec toutes les lois possibles, mais en fait, vous comprenez qu'ils ont besoin de vivre. Et il arrive malheureusement, c'est des anecdotes que nous vivons, on s'occupe tellement de nos enfants, on regarde tellement au handicap, que malheureusement les parents oublient par moment que leurs enfants ont grandi, qu'ils se forment, qu'ils deviennent adolescents et jeunes, malheureusement. D'accord. Alors, est-ce qu'on a des structures adéquates pour justement accompagner, prendre en charge ces personnes? Oui, on a des structures ici en Côte d'Ivoire qui prennent les personnes en situation de handicap en charge, même si le nombre n'est pas élevé. Déjà, au niveau pour la prise en charge des personnes non-voyantes, il y a l'Institut national l'INIPA,
pour l'école des aveugles là, à Yopougon qui a été créée depuis. Mais malheureusement, ce n'est qu'une seule école pour les aveugles, alors qu'on a beaucoup d'aveugles, même à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes. Et il y a aussi une école pour les sourds, les cis, à Yopougon. Mais à côté de tout ça, l'État aussi a fait l'effort de d'abord créer l'école d'éducateurs spécialisés, conforme à l'INFES, Institut national de formation sociale, pour prendre en charge ce type de personnes-là. Et on a des complexes socio-éducatifs, on en a à Djamé, à Cocody, je crois à Koumassi, où ces personnes sont prises en charge. Mais bon, il faut dire que le nombre est toujours insuffisant, puisque à chaque fois, on se retrouve face à beaucoup d'enfants autistes, trisomiques. Voilà, donc, et c'est là que les ONG... Il faut plus de centres encore. Oui, plus de centres, parce que même pour les personnes dites normales, à chaque fois on crée des écoles pour pouvoir permettre à ces enfants de partir à l'école, d'être pris en charge. Donc il faudrait qu'on n'ait pas une seule école pour les sourds, on n'ait pas une seule école pour les aveugles, tout ça. Donc déjà, l'État fait l'effort avec les complexes socio-éducatifs de les prendre en charge. Et aussi viennent en appoint les ONG, dont l'ONG Moaïkoun, l'ONG... Donc il y a plusieurs ONG qui viennent aussi pour prendre ces personnes en situation. Oui, parce qu'on sait qu'avec la démographie, effectivement, la population également, au niveau des personnes en situation de handicap, ça grandit également. Oui, effectivement, même pour pouvoir continuer dans sa lancée, pour dire les acquis de notre pays aujourd'hui, avec le projet éducation inclusive qui est à l'aval du ministère de l'Éducation nationale, il y a des structures étatiques publiques aujourd'hui dans 13 directions régionales de l'éducation et de l'alphabétisation qui commencent, je vais dire, qui prennent le relais d'un projet qui a commencé depuis 2013. C'est très intéressant. C'est vraiment à mettre à l'actif de l'État. Mais la difficulté, bon, parce que nous sommes parents, pas plus tard que ce matin, un parent m'envoyait des messages sur WhatsApp. Mon enfant, je ne savais même pas que c'était, pour moi, il était sourd et muet, mais quand j'ai envoyé quelqu'un pour voir, je me rends compte qu'il est autiste. Mais son autisme, là, nous, on a regardé, et tout ce qu'il y a comme message à la télévision, il écrit quand il voit, il dessine, là, le portable est rempli de tout ce qu'il envoie, et je ne sais même pas, et pourtant, il est à Bobo, à Abidjan. L'enfant a 7 ans. Il n'a jamais su comment ça se passe. Donc ça aussi, c'est une difficulté parce que même quand ça existe, nous ne savons pas forcément. Et puis, je veux dire, ce n'est pas fait de sorte que quand je suis à Bobo, que j'ai mon problème, je vais rapidement à Bobo, ça marche. Je veux dire, la structure qui est à côté, la pend. Malheureusement, on n'est pas à ce niveau-là. Donc, c'est pour dire qu'il y a des efforts qui sont faits, puisqu'aujourd'hui, avec les États généraux, avec le ministère de l'Éducation nationale, je veux dire, il y a eu une thématique, il y a un groupe qui a carrément parlé d'inclusion, d'équité, d'égalité du genre. Donc, je veux dire que si ces résultats sortent aujourd'hui et qui sont mis je veux dire, en exécution, on aura fait des très 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 grands pas, ça c'est sûr. Et pour venir donc, justement, j'allais le dire, pour venir donc à l'appui donc de ce que l'État fait, vous, les organisations, vous mettez en place donc des structures, on peut parler donc de cette école inclusive. C'est ça. Cette école inclusive que vous avez fondée. Hein? Ça répond également à ce besoin? Oui, très bien même, parce que comme nous l'avons dit, en fonction du type de handicap, il y a la structure qui doit prendre ces personnes en charge. Quand on a un enfant dont le handicap est très très lourd, il faut une école spécialisée parce qu'un enfant qui a atteint d'infirmité motrice cérébrale, un IMC, par exemple, avec cet enfant, il faut une école spécialisée où il y a des psychomotriciens, des kinés pour faire beaucoup d'activités pour d'abord le rendre, je dis, apte quand même, arrêter de baver, pour être autonome, arrêter de porter la couche. Mais pour les enfants de trisomie 21, des autistes, pas profond, qui peuvent quand même se socialiser, il faut des écoles inclusives, c'est-à-dire une école où il y a des enfants dits normaux, il y a des éducateurs spécialisés qui sont là pour la prise en charge de ces personnes, il y a des enseignants classiques, un psychologue, toute l'équipe qu'il faut pour prendre ces enfants en charge. Et quand ces enfants ont cette chance-là, on les voit aussi émerger. Moi, je travaille je suis fonctionnaire à l'école normale supérieure où je fais l'encadrement des non-voyants. Donc c'est pour dire que ces non-voyants-là ont pu faire l'Institut des aveugles. Après avoir eu l'entrée en 6e, ils sont allés au collège où l'État a mis des éducateurs spécialisés pour les aider et ils sont allés jusqu'à arriver à l'école normale supérieure. Il y en a qui sont à l'université, donc c'est pour dire que quand ils sont pris en charge comme il faut, avec des personnes formées, ils peuvent avoir de bons résultats. Donc, voilà. D'accord. Quand il y a des personnes, quand on a des structures,
Est-ce que, M. Camille, vous avez le sentiment qu'on a tout ça pour effectivement prendre correctement en charge et accompagner ces personnes en situation de handicap? Vraiment, si je suis en ville, si je suis à la capitale, je vais dire non. Mais quand je suis dans la banlieue, je commence à m'inquiéter. Et quand je vais à l'intérieur du pays, j'ai envie de dire non. J'ai envie de dire non parce que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, quand mon enfant est en situation de handicap au confin fond de l'Ouest, on va te demander, même quand on a découvert que c'est possible, on va te demander de venir forcément déposer les dossiers en Abidjan pour qu'on étudie le dossier, pour voir si l'enfant peut aller à l'école. Et pourtant, l'État de Côte d'Ivoire parle d'éducation ou de scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans. C'est ça. Question, est-ce que parce que mes enfants sont en situation de handicap, ils ne sont pas concernés par cette loi? Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand vous voulez aller aborder dans un certain sens, on a tendance à vous dire, calmez-vous, on est en train de faire. Calmez-vous, on est en train de faire. Et les enfants grandissent. Et malheureusement, c'est assez des citoyens qui auraient pu aider à l'émergence de notre pays, mais qui sont plutôt un contrepoids, une masse. C'est de ça qui est question. D'accord. Donc vous pensez que les États gagneraient à, comme on dit ça déjà, créer un peu cette inclusion? Je vous donne un cas simple. Ma fille se retrouve aujourd'hui au Bénin. Regardez les fonds que je dois envoyer de l'autre côté pour qu'elle puisse tenir. Ça devait être dans mon pays. Aujourd'hui... Vous parlez de votre cas, hein? Mon cas. Je donne un cas parmi tant d'autres. D'accord. Ma fille, la première qui est handicapée auditive, qui est sourde. On regarde et on se rend compte que c'est vrai que les choses se font, mais ce n'est pas forcément ce que la petite ou ce qu'elle aurait pu faire. Parce que beaucoup souvent, ce qui tue les parents aussi, ça c'est une réalité. Le père, par exemple, de cet enfant autiste, ce matin me disait, je sais que mon enfant est intelligent, il peut, mais je fais comment? Voilà la grande question qui souvent se trouve au cœur ou sur les lèvres des parents. Et si on vous posait cette question, Mme Kanga? Comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup reste encore à faire. Parce que je sais que dans les grandes villes, l'État a créé des UFI, par exemple à Agboville, pour prendre les personnes en situation de handicap. Mais Agboville, ce n'est pas seulement Agboville. Il y a les villages qui sont à côté d'Agboville. Et tous ces parents-là, souvent, ne sont pas informés qu'il y a des structures qui les prennent en charge. Et malheureusement, avec nos coutumes, on a beaucoup d'enfants qu'on traite d'enfants serpents, qu'on accompagne, et malheureusement qui meurent. Et on dit que c'était un enfant serpent, il est retourné. Alors que n'importe quel enfant, un bébé qu'on met dans l'eau et qu'on laisse dans au fleuve ou au marigot, on va se noyer. Bien sûr. Donc voilà. Donc c'est pour dire que le fait qu'ils ne soient pas informés et le fait aussi qu'il n'y ait pas de structure à proximité pour les prendre en charge et surtout le regard des autres pousse toujours les parents à abandonner leur enfant. Donc je pense que autant il y a l'INIPA à Abidjan, l'État gagnerait à faire tout ça dans les... Bon, déjà, l'État fait, mais l'État gagnerait à faire plus à l'intérieur, en tout cas pour les aider. Parce que nous, par exemple, nos écoles, il y a 3 écoles inclusives, les petits rois, mais tout est à Abidjan. C'est vrai qu'on vise l'intérieur, mais comme on est nous-mêmes ici, en fonction ici, c'est difficile pour nous d'être à la fois à l'intérieur ici, mais on y pense, mais ce n'est pas encore effectif. Alors que déjà 3 pour Abidjan, je veux dire, c'est pas beaucoup, mais c'est trop par rapport au fait qu'il n'y ait pas de structure même à l'intérieur. On a des parents qui nous écrivent, qui nous demandent souvent de faire un rapport pour qu'ils puissent, ceux qui sont affectés peut-être à Boakeo et à Amsokro, pour qu'on les affecte à Abidjan, rien que pour que l'enfant puisse intégrer nos écoles. Alors que ces fonctionnaires-là sont en poste à l'intérieur, et le fait de venir va faire un trou là-bas. Donc s'il y a des structures comme ça qui les prennent en charge à l'intérieur, ça va faciliter aussi le fait que Abidjan soit trop rempli, et puis bon, donner la chance à ces personnes handicapées qui sont là-bas aussi. Mais vous, en tant qu'éducatrice spécialisée, pensez-vous que les ONG, les organisations, les unions ont un rôle à jouer pour améliorer la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap? Bien sûr, parce que de plus en plus, quand on se trouvait de l'autre côté, comme le papa l'a dit, en Europe, souvent les ONG qui veulent accompagner disent qu'on ne travaille pas avec l'État, parce qu'avec l'État, c'est un peu lent. Donc les ONG peuvent quand même aussi avoir des partenariats pour pouvoir favoriser cette inclusion-là, cette prise en charge de ces personnes. Donc je pense que chacun à son niveau, comme il a dit, ils ont bien fait de créer cette union des parents, parce qu'il y a ce que les parents vivent, il y a ce que l'État fait, mais l'État n'est pas obligé, comme il a dit, ne comprend pas forcément la question du handicap, comme les parents vivent cette situation.
vous allez voir le stress d'un parent qui voit son enfant qui ne peut pas peut-être communiquer avec les autres. Et vous allez voir un autre, nous les parents qu'on reçoit, il y a des parents qui disent « je donnerai tout pour que mon enfant puisse simplement me marcher ». Eux ne veulent même pas que l'enfant parle. Si mon enfant marche, c'est essentiel. Donc, c'est pour dire chaque personne, en fonction du problème de l'enfant, voit ce qu'il veut, recherche le plus. Donc, si les ONG, les parents se mettent ensemble avec l'État aussi, je pense que ce serait parfait, quoi, en fait. Vous avez une grande responsabilité, M. Camille. Malheureusement, j'aime à dire à tous ceux qui me rencontrent, quand je leur dis, il y a l'Union des organisations des parents, des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, dont je suis malheureusement le président. Quand j'ai dit, c'est de manière ironique, mais en fait c'est vrai. C'est vrai parce que vous rencontrez ces moments. Moi j'étais à Grand Bassam la semaine dernière pour rencontrer une maman. Comme elle le dit, je veux que mon enfant marche, mais elle, c'est qu'elle veut simplement que son enfant puisse dire maman. Depuis qu'il est né, il a 12 ans. Il est 24 heures sur 24 à la charge de maman, 7 jours sur 7 à la charge de maman. C'est difficile. C'est ça qui est question. Alors, quand vous voyez ça, vous avez l'impression que, en tout cas, vous n'avez encore rien fait. C'est pour ça que par moment, on a l'impression que c'est comme si nous nous positionnons en tant que donneurs de... Non, ce n'est pas une affaire de donneur de leçons. C'est une affaire de poser les réels problèmes, de les exposer afin que les experts, les spécialistes comme Mme Yvette, par exemple, comme les spécialistes que l'État, même comme vous en tant que journaliste, aujourd'hui, en parlant, le fait même de nous inviter et d'en parler, vous avez joué votre rôle déjà. Ça permet à certains parents de comprendre oui, il y a espoir. Ça, c'est déjà quelque chose. Et puis, bon, mais que les décideurs qui écoutent, parce que vous avez parlé de ce que cette télé n'est pas seulement suivie en Côte d'Ivoire, c'est partout. On dit, ok, il y a des choses qui se font en Côte d'Ivoire, mais à tout ça, on peut venir aider à faire en sorte que l'État de Côte d'Ivoire puisse arriver à une prise en charge qui atteigne le maximum, parce que la perfection, nous sommes convaincus, n'est pas de ce monde. Alors, mais justement, pour la prise en charge et l'accompagnement de ces personnes en situation de handicap, est-ce que vous prenez également l'exemple d'autres organisations dans d'autres pays africains? Vous le faites? Bien sûr, parce que pour améliorer la prise en charge qu'on fait déjà, il faut forcément se documenter, analyser, essayer de voir. Moi, la dernière fois, j'ai échangé avec ma nièce qui est venue de la France avec sa maman, qui me disait, mais pourquoi cet enfant, il ne va pas à l'école parce qu'on dit qu'il n'arrive pas à écrire? Je dis, malheureusement, on n'est pas bien formé parce que quand je prends le test de l'enfant, on voit qu'il est dysgraphique. On n'arrive pas à lire ce qu'il écrit. Et même à un concours, on va mettre copie lisible, copie sale, on lui donne 0. Alors qu'en France, ils ont réglé le problème. L'enfant qui est dysgraphe, il va composer avec un ordinateur. Parce qu'il connaît l'écriture, il peut écrire maman, il sait comment on écrit maman, mais seulement que quand il forme les lettres, c'est pas bien formé, on n'arrive pas à lire. Et ces enfants-là excellent dans tout ce qui est scientifique. Et en Côte d'Ivoire, les métiers, on les fait reprendre, souvent on les renvoie. Et leurs amis se moquent d'eux. Alors qu'en Europe, ils ont trouvé les solutions. Donc on essaie de voir comment inclure tout cela. C'est vrai qu'on est toujours en train de chercher à améliorer, mais aussi on voit que tout n'est pas mauvais ici. Récemment, il y a une dame qui est venue de la Guinée, qui a dit qu'elle est venue en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas de structure pour son enfant en charge et qu'elle avait appris, grâce aux médias comme vous, qui faites la promotion du handicap, qu'il y avait des structures en Côte d'Ivoire ici. Donc elle a choisi de venir en Côte d'Ivoire pour voir comment on peut inscrire son enfant. Donc on essaie de copier tout ce qui est bon aussi là-bas. Et pour ça, même, on est sur un projet avec l'école doctorale, avec M. Tano, pour voir comment on peut intégrer l'inclusion, ce qui se fait ailleurs, qui a marché, ici en Côte d'Ivoire. Parce que si aujourd'hui on a des aveugles à l'ENS, on a des aveugles à l'université qui font même un doctorat, c'est qu'on a pu quand même cerner un peu le problème. Pourquoi ne pas essayer d'ouvrir aussi aux autres handicaps? Parce que tout n'est pas de partir à l'école pour devenir forcément médecin. On a par exemple Van Gogh qui est schizophrène, qui n'est plus, mais quand il faisait sa crise de folie, entre guillemets, il peignait. Et quand il est décédé, longtemps après, jusqu'à présent, c'est la technique qu'il appliquait lorsqu'il faisait ces crises de folie-là, qui est étudiée à l'INSAC. C'est pour dire que nous, la société l'a stické schizophrène, mais en réalité, tout ce qu'il peignait était censé. Aujourd'hui, l'INSAC utilise, il y a plusieurs écoles qui utilisent. Et vous êtes journaliste, moi je suis spécialisé, il a son poste aussi. Ça vous dit chacun à son poste peut être important. Donc on peut donner la chance à ces personnes-là, un trisomique qui peut faire
tout ce qui est activité manuelle, déjà avec la Chambre du métier de Côte d'Ivoire qui nous aide à fabriquer tout ce qui est accessoires, des sacs en paille, des chaussures en paille. Comme ça, demain, au moins, il peut être autonome financièrement quand les parents ne sont plus là, pour pouvoir se sentir aussi utile à la société. Bien sûr. Voilà. Il y a des personnes qui ne sont même pas handicapées, mais qui sont techniciens de surface. Ça veut dire chacun, en fonction de ce qu'on lui apprend, qu'il peut faire, en fonction de ses aptitudes, peut occuper un poste. Voilà. Alors, Monsieur Camille, Oui. vous êtes convaincu que si l'État et les personnes même en situation de handicap gagneraient à ce que la prise en charge et l'accompagnement soient améliorés? Oui, oui. Et quand elle le dit, je dis à sa suite, nous avons eu la chance toujours par, je vais dire, le consentement de nos gouvernants d'avoir sillonné quand même certains pays. En Guinée, c'est vrai qu'ils n'ont pas cette force qu'on a en termes de structure, mais j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire là-bas. Ils se sont arrangés à avoir un très grand espace dédié à la création des personnes handicapées. Quand vous y allez pour des grands rendez-vous internationaux, les sacs à confectionner, c'est à eux qu'on donne et qu'ils les confectionnent. Ils ont même, je veux dire, des groupes artistiques, de sorte que quand on a besoin d'artistes pour pouvoir animer certaines grandes rencontres, c'est à leur actif. Et c'est un très grand espace, je veux dire, dédié à leur cause. Par exemple, voilà un exemple à copier. Nous sommes allés au Bénin. L'éducation inclusive là-bas a commencé il y a bien longtemps, parce que pour ce qui est des sourds, c'est de la maternelle jusqu'à la classe de terminale. Et je vous assure, c'est extraordinaire. Il me disait, pas plus tard qu'avant-hier, qu'ils ont présenté au CEPE 18 candidats. Les 18 ont été admis. Dans pas mal de pays, même au Cameroun. Hein. Au Cameroun, justement, j'en arrivais parce que justement avec le Cameroun, nous sommes en partenariat avec, c'est pour dire même que nous, on va au-delà pour pouvoir apprendre et revenir et apporter quelque chose de plus à notre pays. Nous sommes en partenariat avec nos amis du Bénin, nous sommes en partenariat avec nos amis du Cameroun, nous avons des amis qui essaient de faire partie. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, l'État gagnerait à faire en sorte que ces enfants-là puissent être pris en charge parce qu'ils ont beaucoup à donner. Qu'ils soient mieux accompagnés. En tout cas, merci à vous, M. Camille Tano, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes le PCA de l'ONG Enfasi, qui est l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Et vous êtes par ailleurs président de l'UNOPASI, l'Union nationale des organisations des parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci également à vous, Madame Die Yvette Agnendui, épouse Kanga. Merci à vous. Vous êtes éducatrice spécialisée, psychologue, fondatrice de l'ONG Moyekoun et également fondatrice des écoles inclusives baptisées les petits rois de Moyekoun. Oui, merci vraiment pour toutes ces informations et merci également pour votre combat pour la cause de ces personnes en situation de handicap. Merci infiniment. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Stéphane Chaptet, Fares Akoura et Michel Yao. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.